y a des gens qui sont morts ici. Il y a des femmes, harkis, qui ont enterré leur bébé dans la terre. Quand on arrive ici, ce qu'on voit, c'est les baraques. Les plus de 50 000 personnes qui sont passées par le camp de Rivesaltes n'ont jamais choisi d'y être. Elles ont toutes subi des déplacements forcés de leur population, puisqu'il ouvre le 14 janvier 1941, et les dernières familles en partiront en 1966. Donc en termes de durée, c'est un camp qui couvre à la fois la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie. Ce bâtiment, Rudy ne l'a pas enterré n'importe où. Il l'a enterré au centre, c'est-à-dire sur la place d'Appel. Et l'endroit même où nous sommes aujourd'hui, c'est l'endroit où en 1942, 2239 juifs ont été appelés le matin, tôt, sont sortis de leur baraque, ont attendu pendant des heures, sous le soleil, sous la pluie, dans le vent, pour attendre qu'on dise leur nom, pour monter dans les camions, aller à la gare de Rivesaltes et aller dans les camps d'extermination. Est un bâtiment qui s'inscrit dans un camp militaire, avec toute cette géométrie martiale et très régulière et très aliénante, très normative. Et donc la particularité du mémorial, c'est d'être à la fois très présent dans le plan de cet îlot, mais de permettre également de ne pas encombrer le paysage de l'îlot. C'est-à-dire qu'il est semi-enfoui, et il est non seulement semi-enfoui, mais il est légèrement incliné vers le ciel. Et son point le plus haut correspond à l'altitude des toitures, des faîtages, des baraques existantes. La force du lieu, c'est d'avoir enterré ce bâtiment. C'est ce que nous disent tous les visiteurs, c'est ce que nous on vit tous les jours. Vous savez, quand on descend la rampe d'accès, on sent bien, et c'est une des forces de l'architecture, notre corps est accompagné. On va dans la terre, on accède à quelque chose de nous-mêmes qui est aussi enfoui. Quand on arrive ici, quand on entre dans ce bâtiment, on accède à une autre perception de l'espace et de nous-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on voit, on est fermé complètement. On ne voit pas les baraques. Mais on voit la terre, on voit le ciel. C'est un bâtiment qui est très silencieux. Il ne parle pas, il ne bavarde pas. Il ne bavarde pas dans le sens déjà où il est totalement muet. On n'a aucune ouverture en façade. Il n'y a que des ouvertures sur des patios qui sont des ouvertures uniquement vers le ciel. Le patio du pôle pédagogique, on a un petit centre de recherche et de documentation qui est là-bas. On a un second patio avec le petit café qui est à quelques mètres ici. On a une partie administrative avec le troisième patio, la troisième ouverture vers le ciel. Donc les gens qui travaillent ici dans les bureaux peuvent travailler à la lumière, vraiment dans des conditions non seulement normales, mais plus que normales, des conditions qui sont agréables. Tout le mémorial est déjà constitué d'une matière unique, qui est le béton. On est vraiment sur un travail de la monomatière. Et cette monomatière, donc qui est le béton, il a d'abord une couleur. Et cette couleur, c'est la même que le site, c'est la même que la terre. Il est à la fois issu de la terre et il repose en terre. Et ensuite, ce qui caractérise ce béton, c'est qu'il ne ressemble pas à du béton. Pourquoi il n'y a pas de trou? C'est pour amener l'ensemble du bâtiment vers quelque chose de permanent, vers la pierre. Le béton, c'est vraiment la noblesse du pauvre, c'est vraiment le matériau le plus simple. Il n'y a rien de sophistiqué dans ce bâtiment. Par contre, tout est caché. L'ensemble du monolithe a des doubles parois. Donc il y a béton en face intérieure, béton en face extérieure. Et dans ce sandwich, on a de l'isolant, des descentes d'eau pluviale. On a en couverture également une double dalle avec un travail dissimulé. Quand on est au pied en extérieur et en surface, quand on est dans l'axe du mémorial, on ne voit aucun élément technique.
l'État français promue. Moi je suis enseignante, je m'appelle Lise Guillot et donc le lieu dit à la fois cet enfouissement de la mémoire et puis ce désir quand même de maintenir une empreinte, mais une empreinte discrète qui laisse le lieu en l'état, le lieu parler. Et d'une certaine façon aussi le respect. Donc il n'y a pas d'éclat lumineux, il n'y a pas de lumière extrêmement vive. Ce qui est important pour nous, c'est de raconter le drame qui s'est passé ici sans être dramatique. Donc cette notion-là de sérénité dans la transmission de l'information, elle est fondamentale. Et la sérénité, c'est aussi les sensations qu'on va avoir dans le bâtiment. Ces camps de Rivesaltes au pluriel, c'est vraiment une histoire qui continue. Aujourd'hui, ce lieu avait simplement été transféré, qui continuait, on va dire, il continue à avoir des lieux où des personnes dites indésirables sont toujours parquées. Et 60 millions de personnes qui aujourd'hui sont obligées de quitter leur pays parce qu'il y a des guerres, parce qu'ils sont des opposants politiques, et qui sont sur les routes, qui risquent leur vie, qui ne savent pas où aller, et qui sont mis dans d'autres camps. Et que les discours de haine, les discours de refus de l'autre, cette idéologie de la peur, qui monte partout en Europe aujourd'hui, qui monte aux États-Unis, le rôle du lieu que nous sommes, et dans ce bâtiment-là, dans ce site-là, c'est évidemment une priorité. Dès le début du XXe siècle, les réfugiés sont également des civils ciblés cette fois pour ce qu'ils représentent. Ils deviennent alors des victimes de politiques spécifiques, visant pour certaines à leur extermination.